Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 25 mai 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché après ce long week-end, en commençant par les bourses européennes qui ont terminé en ordre dispersé vendredi. On va dire que la séance ayant été animée principalement par les craintes d'une nouvelle montée de la tension entre la Chine et les États-Unis, qui s'ajoute aux préoccupations strictement économiques. Au Royaume-Uni, on a eu les ventes au détail qui ont chuté de 18,1% en avril, une baisse sans précédent en raison bien sûr de la crise du coronavirus qui a aussi eu pour effet de porter les besoins de financement du Trésor à 62,1 milliards de livres sterling, soit à peine moins que ceux de l'ensemble de l'année dernière. Et la dette publique britannique a ainsi frôlé 98% du PIB. La séance aujourd'hui sera quand même plutôt calme étant donné que les marchés britanniques et américains seront fermés lundi, jour chômé au Royaume-Uni et aux États-Unis, mais la séance sera, bon, elle a été un petit peu animée ce matin avec les chiffres détaillés du produit intérieur brut allemand au premier trimestre et par l'indice IFO du climat des affaires dans la première économie d'Europe, en Allemagne. Côté US, eh bien vendredi, pareil, Wall Street a terminé proche de l'équilibre avant un long week-end aux États-Unis de 3 jours, dans un marché qui reste soucieux de l'escalade des tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis. Effectivement, aujourd'hui, la bourse américaine sera fermée suite à un week-end de 3 jours, donc Wall Street rouvrira que mardi matin. Les acteurs du marché, eux, ont suivi de près les derniers développements entre les États-Unis et la Chine. Déjà tendus au sujet du coronavirus, les relations entre les deux pays se sont envenimées après une proposition de loi chinoise vendredi pour permettre au gouvernement central d'appliquer une loi de sécurité nationale à Hong Kong. Ainsi, les États-Unis ont alors accusé la Chine de vouloir porter un coup fatal à l'autonomie de l'ancienne colonie britannique, menaçant de représailles commerciales sur ce nouveau front. Côté macro, eh bien ici c'est un graphique pour mettre un peu en perspective le chèque de 1200 € qui a été envoyé par le gouvernement aux ménages. Et on constate le principal danger de l'hélicoptère monnaie. Donc l'hélicoptère monétaire consiste à distribuer de l'argent aux ménages pour relancer la machine économique, surtout dans des périodes compliquées comme aux États-Unis où il y a quand même maintenant plus de 35 millions de chômeurs. Donc le chèque qui leur a été envoyé a pour but de les aider à payer leur loyer, à relancer l'activité économique, peut-être aussi ce laps de temps où ils n'ont pas d'emploi leur permettre de tenir un peu plus, rembourser aussi leur crédit. Et en final, pas du tout. On constate que ces 250 milliards fraîchement imprimés par la Fed, eh bien, ont servi à alimenter une bulle, à savoir que ils ont utilisé principalement le chèque pour investir sur les marchés financiers. Donc, le but était de les aider à passer cette crise, à franchir, on va dire, sereinement, plus sereinement en tout cas, cette crise sanitaire, pour pouvoir ensuite voilà, relancer l'activité et les aider à retrouver un emploi. Et en fait, ça fait tout le contraire. On a eu ici, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, en fonction des différentes tranches, eh bien, les 3/4 des Américains, enfin beaucoup d'Américains en tout cas, ont préféré investir cet argent sur les marchés financiers pour acheter des actions. Donc,
le temps nous dira si oui ou non ils ont fait une bonne affaire en pensant avoir acheté des actions à bon prix. Bien sûr, ils ne sont pas rentrés en plus sur les points bas du marché, à mon avis. Ils ont plutôt dû rentrer après une bonne partie du rebond. Donc, reste à savoir si oui ou non ils vont avoir raison, sachant que pour mettre les choses un peu en perspective, Warren Buffett, lui, a préféré être totalement liquide en disant qu'il y avait un trop grand manque de visibilité actuellement pour se permettre d'investir massivement sur les marchés. Toutefois, on peut encore se poser la question, effectivement, sur le danger de l'hélicoptère monnaie, euh, dans le sens où peut-être qu'il aurait fallu contraindre leur utilisation. Hein. Le but, c'était de relancer l'économie et le but n'était peut-être pas forcément en fait d'acheter des actions, surtout si finalement ça a permis peut-être d'alimenter une bulle et que derrière le marché se retourne une nouvelle fois. Dans ce cas-là, les ménages auront utilisé le chèque dans le vent. C'est comme s'ils avaient brûlé l'argent envoyé par, on va dire, Donald Trump, mais c'est surtout la Fed qui a imprimé l'argent. Le but premier était de relancer l'économie et pas d'acheter des actions massivement. Donc le temps nous dira s'ils ont eu raison ou pas. Ici, c'est un graphique des Fangman concernant la capitalisation de, alors c'est Facebook, Amazon, Apple, Google, Microsoft, Nvidia et il me semble qu'on a peut-être Netflix aussi. Cette capitalisation, on constate qu'on a atteint un plus haut à 6 000 milliards de dollars, soit un nouveau plus haut historique. Comme vous pouvez le voir, ici c'était avant la chute des marchés, on était un peu moins de 6 000 milliards de capitalisation boursière et là on a dépassé les 6 000 milliards. On comprend tout de suite la hausse du Nasdaq, forcément avec ces sociétés qui représentent quasiment plus de 40% du Nasdaq. Elle représente, elle, du Nasdaq 100, il me semble qu'elle représente à peu près 40% de la pondération et dans le S&P 500, on est à plus de 20%. Donc c'est quand même énorme et ça permet de comprendre un peu cette hausse en trompe-l'œil qu'on a eu surtout sur le Nasdaq 100. Effectivement, ces sociétés-là inscrivent de nouveaux plus hauts historiques, mais pour autant, ça ne représente pas l'ensemble de l'indice. Et encore une fois, ce sont les mastodontes, les gros mastodons, comme voilà, c'est les plus grosses capitalisations boursières américaines qui tirent l'indice vers le haut. Et si on décompose vraiment le Nasdaq 100 ou le S&P 500, on se rend compte que beaucoup de titres évoluent encore sous leur moyenne mobile 200, alors que toutes ces sociétés actuellement sont largement au-dessus et évoluent même au-dessus. Et c'est essentiellement ces sociétés-là qui tirent la hausse, du moins le S&P encore, il plafonne vers les 61,8 de retracement, mais le Nasdaq est quand même positif sur l'année, alors qu'on fait face à une récession historique et une crise sanitaire qui risque aussi de provoquer une crise économique à venir. Soutien des indices en parallèle, encore une fois pour comprendre comment est alimentée cette hausse, donc surtout aux US. Aux US, ça va être les Fangman, donc les 7 sociétés qui tirent le S&P et le Nasdaq en trompe-l'œil, car elles ne représentent pas l'ensemble de l'indice, donc du Nasdaq 100, du S&P 500. Si on les retire, on a l'impression que ce n'est pas du tout le même indice qu'on va regarder. Si on retire ces 7 sociétés du Nasdaq 100, du S&P 500, l'indice prend une autre forme. Et on n'a pas un indice qui s'est autant envolé, qui a autant rebondi en tout cas, ou même un Nasdaq qui serait positif sur l'année 2020. Alors certes, on a des sociétés qui tirent l'indice vers le haut en trompe-l'œil, mais on a aussi les soutiens
le soutien massif des banques centrales. Ici, c'est BCE, BOJ, Fed et BOE. Donc, on a la Banque centrale européenne, la Banque centrale du Japon, la Banque centrale américaine et la Banque centrale, on va dire, Bank of England d'Angleterre. Et on constate ici que en 2 mois, on a eu une injection massive de liquidités sur les marchés. Et ce qu'on a eu en 2 mois, c'est ce qu'on a eu en 10 ans, en fait. Vous voyez, ici, on était après 2009, on est monté à 5 000 milliards. Donc, on est passé de 5 000 milliards à environ 15 000 milliards à peu près. Donc, 10 ans pour faire monter, on va dire, le bilan de 5 000 à 15 000. Et là, on est passé de 15 000 à quasiment un peu moins de 15 000 à 25 000. Donc, ce qui explique, on a l'impression que ici, en fait, c'est une goutte d'eau, finalement. C'est une goutte d'eau quand les marchés ont chuté durant la crise des subprimes et qu'une nouvelle fois, les banques centrales ont dû intervenir pour soutenir les marchés, pour essayer de relancer la machine économique une nouvelle fois. C'est une goutte d'eau comparée à l'injection massive de liquidités qu'on a eue au cours des 2 derniers mois. Donc, pareil, sans cette aide massive des banques centrales, les indices ne seraient pas aussi hauts. En tout cas, surtout pour les indices américains où la Fed, elle, pour vous avoir montré le bilan de la Fed, on est passé de 4 000 milliards à 7 000 milliards. Hein. C'est quand même énorme. On a pris 3 000 milliards. Alors que si on prend juste en zone euro, on est passé de 4 000 milliards à 5 505 milliards à peu près. Donc, le bilan de la BCE a, lui, pris 1 000 milliards quand celui de la Fed a pris 3 000 milliards. Donc, forcément, on a des indices américains, une nouvelle fois, pour un Nasdaq qui a quasiment retracé toute sa baisse, un S&P sur les 61,8, on comprend tout de suite mieux comment est fabriquée cette hausse. Et forcément, cette hausse est un peu artificielle, en tout cas pour le moment, sur les marchés, et que si une nouvelle vague de baisse était amenée à se présenter sur les marchés à cause de faillite de sociétés, comme on a pu voir ce week-end avec Hertz, la société de location de voitures qui s'est déclarée en faillite, eh bien, malgré les injections massives de liquidités, la Fed ne va pas créer des emplois en soi. Elle permet de soutenir les marchés en rachetant même principalement l'ensemble des banques centrales. Elles vont permettre de soutenir les marchés en rachetant des obligations, des créances, des junk bonds, parfois même des ETF, mais ce n'est pas elles qui vont créer de la richesse, si vous voulez. Ce n'est pas elles qui vont créer de l'emploi si les entreprises font faillite. Donc, forcément, si on a une réaction en chaîne derrière, elles vont encore massivement injecter des liquidités, mais si le taux de chômage ne redescend pas en dessous des 20-15%, bah forcément, ça risque d'impacter les résultats des entreprises qui vont devoir licencier leurs salariés et donc les résultats à venir ne seront pas en rendez-vous. Et donc, on pourrait très bien encore avoir une nouvelle vague de baisse sur les marchés si ce scénario se dessine. Côté graphique, maintenant, on va commencer tout de suite avec le CAC 40. Alors, malgré les tensions entre la Chine et les États-Unis, malgré les représailles de Washington envers Pékin, eh bien, les indices sont dans le vert, en tout cas en Europe. Malgré aussi la fermeture des marchés américains aujourd'hui, donc les marchés rouvriront uniquement que demain pour les États-Unis, en tout cas. Le CAC est dans le vert, mais toujours, encore une fois, prisonnier dans son range. L'indice CAC 40 est vraiment
dans une phase de consolidation, mais il se passe en fait strictement rien. Il est complètement mou, on est toujours comprimé entre ces deux bornes, hein, 4006, 4000, allez, 150, 4190 si on prend ce point bas ici. Mais concrètement, il se passe rien depuis le 25 mars. On est toujours dans une phase de range. Les vendeurs sortent du bois ici, les acheteurs vers les 4190, 4150. Bon, pour le moment, on a quand même du mal à faire des rotations complètes, mais on a aussi du mal à aller plus haut que 4006. Donc, le plan reste toujours le même en fait. Les pivots clés à surveiller vont être la cassure pour une accélération vers 4930, là en cas de rupture des 4006, ou inversement un retour sur la borne basse. Et pour le moment, l'indice c'est dans une complètement léthargique, on va dire. Il se passe absolument rien, assez ennuyant d'ailleurs. Et c'est pas forcément l'indice, pareil, ne représente pas les titres, on va dire, du CAC 40. On a l'impression que depuis un mois, il se passe strictement rien. Pourtant, on a des titres qui rebondissent, qui continuent à enchaîner des nouveaux plus hauts dans le rebond, et d'autres, au contraire, qui sont toujours enfermés dans une dynamique baissière. Mais pour le moment, en tout cas, sur l'indice CAC 40, on constate qu'il ne se passe pas grand-chose, toujours. Donc voilà, moyenne mobile 200 qui va se rapprocher. Pourquoi pas retourner une nouvelle fois sur les 4006? Je n'exclus pas ce scénario éventuellement. Là, on pouvait avoir une sorte de sortie de canal, voire même de drapeau, pourquoi pas. Donc là, sortie par le haut. On pourrait monter à 4640, 4630, venir chercher une nouvelle fois la moyenne mobile 200. En tout cas, on a un flux haussier qui s'est installé depuis la semaine dernière. On a eu un léger flux depuis jeudi dernier, haussier. Là, on sort par le haut, donc on pourrait aller retourner en tout cas chercher les 4600 à court terme. Et là, c'est vraiment dans une optique de très court terme. Concernant le DAX, pareil, il tente de sortir par le haut de son range et on a un gap à venir chercher. Voilà. Donc, sortie par le haut du range. On teste la résistance, la fameuse résistance ici de novembre 2015 et le point bas quand les marchés ont une première fois chuté en août, fin août 2019. Et on est pile poil dessus. Voilà. On travaille vraiment ce niveau, on vient tester et on a un gap, on a un gros gap qui a été laissé ouvert ici. Donc, on pourrait avoir pareil comme le CAC, si le CAC remonte au niveau des 4006, je n'exclus pas, comme je le disais, une accélération pour venir combler le gap à 11 450. Donc là, pareil, on va quand même attendre la clôture. On est toujours dans le range, on a la résistance au-dessus de la tête. On pourrait en fait, durant la semaine, très bien voir juste une accélération pour venir combler le gap, et c'est surtout la clôture qui sera déterminante pour savoir si oui ou non on réintègre ce range. Mais là, voilà, on est déjà confronté à la résistance et le gap ici. Donc forcément, les prix sont attirés par les trous de cotation, et donc on pourrait vraiment avoir un, voilà, si le S&P continue un peu à grappiller, à tricoter pour monter jusqu'aux 3000 points, le DAX, lui, pourrait très bien aller chercher les 11 450 avant finalement de ranger. Et là, on se trouve actuellement sur les 50%, voire les 61,8. Bon, on est au-dessus des 50. Au-dessus des 50, on est entre les 50 et les 61,8, mais on a un gros niveau entre. Et pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de changé de retournement pour se positionner à la baisse. C'est encore trop tôt, même en journalier, il n'y a aucun signal de retournement. Et en 4 heures, au contraire, alors on a plutôt une séance flux, hein, on prend quand même plus, un peu plus de 1,5%.
Malgré l'absence des US, les bourses européennes semblent vouloir continuer à reprendre un peu de hauteur. Le Dow Jones, on va quand même regarder, étant donné que j'étais absent ces fins de semaine, la fin de semaine dernière, mais on est toujours dans un range. Voilà. Rien n'a changé, pareil. Beaucoup de range, beaucoup d'incertitudes, d'hésitation, de manque de carburant pour aller plus haut, d'absence de catalyseur. Tout ça font que les marchés se stabilisent et ne parviennent pas à aller plus haut, en tout cas, même s'ils sont déjà hauts, je trouve. Mais voilà, CAC, Dow Jones, ça range. Le marché se cherche. On a quelques vents d'espoir comme on a pu avoir ici, mais derrière, ça prend pas, c'est pas suffisant. Certes, on a des titres, comme je vous le disais, les Fangman qui vont tirer, surtout dans le Dow Jones, où c'est Apple et Microsoft qui vont tirer le Dow Jones à la hausse, mais derrière, d'autres secteurs sont encore énormément pénalisés. Et pour le moment, ce rebond est surtout alimenté via la Fed qui continue à augmenter son bilan chaque semaine. Mais techniquement, on est toujours au même endroit, hein, rien n'a changé, on est toujours dans un range. Donc pour moi, il va falloir attendre la cassure des 24 680 pour aller chercher les 25 390. Ou bien une nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range pour aller combler le gap ici et revenir chercher la moyenne mobile 50. L'euro USD, le marché du Forex qui est assez mou aussi ce matin. Toujours dans notre range, en tout cas. On est toujours dans le range. On est venu chercher les indices ici la semaine dernière. Donc on est venu chercher les indices. Bel avalement, voilà, baissier en 4 heures. Et derrière, le marché est retourné sur le milieu du range. Donc là, on est pile poil au milieu du range daily. Donc attendons de voir. Peut-être qu'on va faire une rotation partielle ou une rotation complète. Donc, pour le moment, on est au milieu. Donc pareil, mieux vaut attendre soit une nouvelle rotation complète pour chercher à se positionner sur la borne basse et l'oblique de très long terme qui passe par les plus bas trimestriels, rappelez-vous, ou de nouveau un retour sur la borne haute pour aller chercher les indices et une nouvelle fois tenter une rotation des prix à l'intérieur du range. L'euro GBP qui poursuit sa hausse. L'euro GBP poursuit sa hausse, donc pareil, on travaille un gros niveau, on est venu le casser, on pourrait encore une fois retourner facilement sur les 0,93. On consolidait, il me semble, dans un triangle en 1 heure, je crois, c'était. Oui, c'était ici. Bon, on est sorti par le haut, mais ça, c'était la semaine dernière, on évoquait ça. Finalement, voilà, une sortie par le haut de ce triangle. Et là, on retente une nouvelle fois de travailler les 0,8950. Pour le moment, c'est haussier. En tout cas, on a surtout cette sortie de range, un peu en double bottom. Vous voyez, on va se mettre en 4 heures, ce sera un peu plus propre. Voilà. Ici, voilà. Flux baissier, phase de consolidation, un peu en double bottom, range. Derrière, on casse, on tente de repartir à la hausse. Bon, on est quasiment venu chercher l'objectif théorique des 0,9010. Mais toutefois, on a plutôt un flux haussier pour le moment. Moyenne mobile 50 qui arrive en soutien. Donc, si on ne casse pas la moyenne mobile 50, qu'on ne repasse pas en dessous, bon, finalement, théorie d'eau, hein, des plus bas de plus en plus haut. Et puis là, on fait un repli et on va essayer d'aller chercher de repartir en direction des 0,91. En tout cas, je n'exclus pas aussi que la paire tente une nouvelle fois de rallier les 0,93. Pour rappel, on est dans un range hebdomadaire. On a un très beau range hebdomadaire et puis en fait, on a fait une rotation partielle. Là, vous voyez, rotation partielle et on pourrait en fait repartir sur une nouvelle fois sur la borne haute. Et la borne haute se situe à 0,93. Et on est sur résistance. Donc
Si on casse la résistance, hop, prochain gros niveau, il me semble, c'est à 0,91. Et si on casse les 0,91, eh bien, c'est d'aller chercher la borne haute. Le GBP USD. Le GBP USD, le double top semble tenir malgré ce pattern qu'on avait ici de piercing line. On évoquait ça aussi dans les stratégies bourse en disant il sera validé si la moyenne mobile 50 est cassée, si les cours repassent au-dessus de la ligne de coût, à peu près ici, entre les 1,2275 et les 1,2250. Maintenu en échec, donc plutôt un pullback, on est repassé sous les 1,22. Donc, pour le moment, le double top tient, en tout cas. Pareil, si une nouvelle fois les prix ne parviennent pas à repasser au-dessus d'un 22, l'objectif c'est d'aller chercher les 1,2015 puis les 1,1865 qui représentent l'objectif en tout cas du double top. Pour le moment, ce pattern ici n'est pas non plus invalidé puisqu'il faudrait que les cours repassent sous ce chandelier, mais ça cale. On voit que ça cale. En tout cas, on a tenté quelque chose et on a été vite rattrapé par voilà, la résistance, même mobile 50, et surtout là, on repasse sous les 1,22. Donc, à confirmer, en tout cas. Mais les vendeurs pourraient avoir pris l'ascendant, en tout cas, à court terme sur cette paire. Concernant le gold, les matières premières. On bute sur les 1750, on voit que c'est un gros niveau, là-dessus il n'y a pas de doute, on le sait, 1750 c'est une grosse zone de prix. On voit, c'est un gros niveau hebdomadaire, c'est une zone de résistance, c'est un prix rond psychologique. Toutefois, il faut laisser du temps au temps. Voilà ce que j'ai envie de dire, c'est que la dynamique est belle, hein, on le voit ici, on a une sous-coupe. Donc, belle dynamique haussière, zone de résistance majeure à 1800 $, objectif du triangle à 1800 $, mais le marché a peut-être aussi besoin de reprendre son souffle. On a une sacrée séance ici quand même jeudi dernier, on est quand même descendu à moins 1,7 il me semble, donc effectivement. Toutefois, voilà, on voit que ça travaille une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, on échoue. Donc les vendeurs sont présents sur les 1750. On peut néanmoins mettre cet oblique, voilà, ici. C'est propre, je trouve. Voilà, mettre cet oblique qui passe par tous les plus bas. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 points de contact sur cet oblique qui est en train de tenir le marché. Le triangle, lui, n'est pas du tout invalidé, même si on a fait un gros pullback du coup. Moyenne mobile 200 en soutien qui n'est pas très loin, donc elle va continuer à remonter. On est dessous la moyenne mobile 50, c'est un peu dommage. Mais ça reste haussier. Ça reste haussier et on a éventuellement un biseau. Ici. Voilà. Donc on pourrait avoir un gros biseau de consolidation. Pour le moment, on pourrait encore descendre peut-être, mais accélération, consolidation, à voir si on casse effectivement notre oblique. On peut aller chercher l'oblique basse de notre biseau, prendre appui sur la moyenne mobile 200 avant de repartir. Mais on consolide en tout cas, et le triangle, lui, n'est toujours pas invalidé, étant donné qu'il faudrait qu'on repasse sous 1700 pour invalider le triangle. Si on repasse sous 1700, effectivement, notre triangle technique sera invalidé. Pour le moment, on est sur un gros pullback, ici assez agressif, soutien moyenne mobile 200 et phase de consolidation dans ce qui ressemble à un biseau. Si on casse les 1750, là par contre, voilà, direction, l'objectif théorique des 1800. Le Brent. Le Brent qui se stabilise, on a fait une belle bougie vendredi, mais au final on a fait une belle remontée à la fin, une belle bougie baissière surtout. C'est toujours aussi,
Il y a de l'hésitation. Là, par contre, ça commence à hésiter. On est quand même haut. Je trouve qu'on est haut sur le pétrole, même s'il y a une reprise de la demande, même s'il y a le déconfinement, voilà, prend place de plus en plus, prend de plus en plus d'ampleur dans notre environnement et sur les marchés. Le pétrole, en tout cas, stabilise à l'approche des 37. Mais on pourrait très bien consolider une nouvelle fois. Est-ce que je peux pas retracer mon oblique? Pas terrible. On va quand même garder ces 2 points de contact là. Ça consolide. Pour le moment, on est vraiment prisonnier entre 32 et 37, moyenne mobile 50 en soutien, donc ça, bon, c'est toujours un bon point. Tant qu'elle n'est pas cassée, pas de quoi s'alerter, on va dire. Il faudrait un retour sur les 32 ou les 37. Pour le moment, on a la petite divergence ici baissière, mais vraiment très légère. En tout cas, elle a été invalidée, enfin pas invalidée, mais on est repassé, enfin on est allé sous 50, on est repassé au-dessus, donc elle n'a pas très bien fonctionné, on va dire. Et elle n'intervient pas sur un gros niveau. Voilà. Pour le moment, le pétrole a encore un peu de place pour monter. Mais on s'approche d'une zone chaude. Et on a pas mal de chandeliers d'hésitation pour le moment. Même si l'objectif, pour rappel, hein, l'objectif de la divergence, c'est les 44. Donc est-ce qu'on va y aller en ligne droite ou est-ce qu'on va faire un gros repli avant d'y aller? Ça, je ne sais pas, mais c'est vrai que d'un point de vue technique, en tout cas, l'objectif, lui, est un 44 $. Allons voir le WTI, parce que c'est vrai que le Brent n'est pas très intéressant, je trouve. Voilà, le WTI m'intéresse plus parce qu'on est à la grosse zone ici. Et pour le coup, ça correspond bien à l'objectif des 50% de la divergence. Vous voyez, on peut dire que la divergence a fonctionné à vraiment quelques dollars près. On est allé à plus de 33, on a dû aller à 34 et l'objectif c'était à 36 à peu près. Les 50 sont ici. On est allé à 34. Il manque encore à peu près 2 $ pour rejoindre les 36. Mais elle a parfaitement fonctionné en tout cas. Plutôt bien fonctionné. Ça crée une belle remontada du pétrole, surtout du WTI, passé de 10 à 33. Mais pareil, là ça commence à se compliquer, on commence à être dans une zone technique. On a eu quand même un beau pendu. Là par contre, voilà, ici on le voit bien, hein, belle mèche basse, beau corps, pas de mèche haute, donc vraiment un beau pendu ici, sur résistance. Donc voilà pourquoi je trouve plus propre le WTI que le Brent. Donc, chandelier de retournement, mais pas assez significatif. Comme vous le savez, il faut quand même attendre voilà, un deuxième chandelier de confirmation. En plus, les US sont fermés, donc je pense que la séance d'aujourd'hui ne représente absolument rien, vu que c'est surtout les US qui vont driver le pétrole en général. Donc on va encore attendre, mais potentiellement un signal d'essoufflement en cours, en tout cas. Et en 4 heures, ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Divergence, mais pareil, ce qui me dérange, c'est qu'on est passé sous les 50 ici, vous voyez. Elle a fonctionné, mais on casse les 50 et on repasse au-dessus. Donc, normalement, c'est un signal de sortie de position. Toutefois, fin du canal haussier. Fin du canal haussier, pullback sur résistance. Et effectivement, si on cale et qu'on casse la moyenne mobile 50, là, baisse à venir. Donc, vraiment, le WTI est assez propre. Le Brent, j'aime pas trop en ce moment. On n'a pas une belle oblique qui passe par les points bas. On n'avait pas une aussi belle divergence. Donc à surveiller. Là, pour le moment, on a essayé de faire un gros pullback sur le bas du canal. On est sur résistance, pendu. Si on clôture au-dessus des 35, scénario invalidé. Mais la baisse n'est pas encore validée complètement. Il nous manque des confirmations à venir, en tout cas. Mais un essoufflement, on a l'impression qu'on a un essoufflement qui est en train de s'installer sur le pétrole.
Enfin, pour terminer, la crypto-monnaie Bitcoin, ça cale. C'est dommage, le BTC n'a rien dans le ventre. Alors effectivement, on a eu quelques craintes ici parce qu'on a eu des 50 bitcoins qui ont été transférés sur un portefeuille inconnu qui remonte, il me semble qu'ils ont été transférés d'un portefeuille inconnu à un autre portefeuille. Et on a soupçonné que c'était le fameux Satoshi qui avait potentiellement pu effectuer ce transfert. C'est juste une hypothèse. Étant donné que c'est un portefeuille qui remontait à la création de 2009 et ce serait apparemment les premiers BTC qui ont été minés et ce serait Satoshi en tout cas qui aurait pu les miner. Donc forcément ça a créé un vent de panique ici car il faut savoir que Satoshi a un portefeuille qui compose 1 million de BTC et on ne savait pas si, on ne sait toujours pas l'identité de Satoshi, s'il est en prison ou s'il est mort. Selon les dernières nouvelles, les dernières révélations potentiellement de l'identité de la personne, mais on sait qu'il a aussi un wallet avec 1 million de BTC. Et donc, cette dernière transaction a créé un peu un vent de panique sur les marchés en se disant, tiens, finalement, si Satoshi est de retour et qu'il se met à vendre le marché avec ses 1 million de BTC, eh bien, on pourrait avoir un véritable sell-off et le cours du Bitcoin pourrait plonger. Toutefois, on n'a aucune certitude que c'est bien Satoshi qui a effectué ce transfert de 50 BTC la semaine dernière. Toutefois, ça crée des doutes et ça fait une nouvelle fois polémique, on va dire. Ça recrée un peu le thriller qu'il y a autour de l'énigmatique Satoshi et de son fameux portefeuille avec les 1 million de BTC dessus. Encore une fois, on voit que le flux se déclenche le week-end, hein, et là, ça coince. Et là, ça coince parce qu'on est passé voilà, belle bougie flux du week-end, cassure de canal, cassure de oblique baissière. Et là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon quand même. On voit que le BTC a rien dans le ventre. Incapable de franchir le mur des 10K, des 9006, comme ici. Voilà. Zone de polarité, c'est incroyable. On passe au-dessus, on nous fait croire qu'il y a du carburant, qu'il y a du peps, et puis ça s'effondre, ça tient pas. Et encore une fois, c'est la même chose ici. Échec, breakout avorté, donc magnifique bull trap, et derrière, on passe au-dessus, puis là, on n'avait pas de flux, il n'y avait rien, et ça repart encore une nouvelle fois en dessous. Donc, deux scénarios, soit ça va partir dans un range, comme ici, voilà, un peu ce range-là, soit c'est fin de la hausse, et on va chercher les 7630. On peut essayer d'affiner ça en 4 heures. Voilà, sortie de triangle finalement, j'avais même pas vu, mais on avait un triangle de consolidation sorti par le bas et ça sert par le bas. Est-ce qu'on aurait une figure de consolidation si j'enlève tout? Non, on voit bien le range finalement, peut-être le range à venir en tout cas. Là, on peut le tracer. Voilà, plutôt un range. Est-ce qu'on aurait un triangle? Non, pas, non, un range, vraiment un range. Effectivement, mais ça sent pas bon, hein, sorti par le haut du canal. On réintègre sous zone de polarité, sous l'oblique baissière. Le dernier rempart, c'est l'espoir d'une consolidation latérale. Effectivement, c'est pas parce qu'on sort d'un canal baissier que forcément on a un retournement. Hein, les canaux, c'est pas la meilleure figure chartiste à trader, étant donné que quand on sort d'un canal, eh ben, on n'a aucune certitude qu'on va avoir un retournement de marché. C'est pas, on peut très bien sortir d'un canal et puis consolider avant de repartir à la hausse. C'est pour ça que j'émets cette hypothèse. Mais techniquement, on voit quand même qu'on a enfoncé des niveaux, quoi. On était sur des gros niveaux, on est repassé en dessous et cette hésitation montre clairement que les acheteurs n'ont rien dans le ventre finalement et que pareil, c'était porté par le vent d'espoir du halving et puis derrière, on a l'impression que ça s'essouffle, que ça retombe. Et peut-être qu'on est dans une phase de consolidation. Et effectivement, par contre, si on repasse sous les 8005, là, c'est direction 7630 et puis on continuera la chute vers 6530. Mais à surveiller, et puis
peut-être que je me trompe, qu'on aura en fait une belle rotation, une nouvelle fois une cassure, mais là, il va falloir une belle bougie pour casser l'oblique, réintégrer le canal, passer au-dessus du 9006. Là, c'est un gros niveau technique, c'est pas rien. Et voilà, c'est la condition pour dire oui, les acheteurs continuent de garder la main. Parce que là, pour le moment, les vendeurs sortent du bois à chaque fois et assomment quand même, je trouve, les vendeurs, comme on peut le voir ici par le passé. À chaque fois, les vendeurs assomment les acheteurs sur cette même zone. Donc prudence, pareil, attendons l'évolution au cours de la semaine pour tenter d'y voir un peu plus clair. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire aux stratégies bourse demain à 14 h pour faire un tour d'horizon et un point complet des marchés. Sinon, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, soyez prudents et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.